vous pouvez tout à fait, très facilement, via Cashbee ou d'autres applis, automatiser vos efforts d'épargne en mettant de côté tous les mois la même somme. Ça revient un peu à ce que tu disais sur le dollar cost averaging. 1, ça rend l'effort d'épargne automatique. 2, ça le rend indolore, quelque part. Et 3, oui, on a toujours peur de louper le meilleur moment d'entrée, mais en même temps, en mettant la même somme de côté tous les mois, on sait aussi qu'on va louper le point le plus haut d'entrée. Donc, c'est une stratégie qui est ultra simple, que vous pouvez mettre en place même dans les banques traditionnelles. Enfin, pas besoin d'être une fintech pour ça. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. On est parti, je le disais. Salut Marc. Salut. Ouais, très bien, et toi? Ouais, pas mal. Bien, écoute, on est bien chez Cosa Vostra, là, de bon matin. T'es arrivé, j'ai ouvert la porte, t'étais seul dans le noir, presque. En même temps, tu m'as tout de suite servi un café et un verre d'eau, donc tout va bien. Voilà, et c'est vrai qu'il y a encore personne, on l'a pas allé voir arriver. C'est ça, les flemmards d'humains, en fait, quoi. Tu vois, ils arrivent tard, ça commence à travailler à 9h, plus tard, ça finit... En fait, c'est bien le sujet du jour, quoi. On serait mieux avec que des robots, non? Alors, j'en suis pas certain, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses de la vie où les robots sont bien utiles et nous épargnent pas mal de temps. Alors, c'est un peu le sujet du jour. Tu excuseras ma provocation gratuite. J'aime mes collaborateurs. Ils sont pas flemmards. Ils sont hyper intelligents, valeureux, très engagés. Donc, c'est pas le cas. Et justement, je les aime parce que c'est pas des machines. Ouais. Mais l'idée aujourd'hui, autour de l'épargne, peut-être de la finance plus généralement, on va parler de l'humain et des robots, et on va définir un peu robot. Et faut-il faire encore confiance aux humains? C'est un vrai sujet parce que je pense quand même que, évidemment, on a une méfiance envers les robots, mais évidemment, ça a beaucoup d'avantages, un robot quand même. Oui, un robot ne cède pas à l'émotion déjà. Un robot travaille 24 heures sur 24. Un robot réfléchit froidement et arrive à se défaire effectivement de ce qu'on appelle généralement le bruit. Donc oui, non, il y a pas mal d'avantages à faire confiance aux algorithmes, y compris dans le domaine de l'épargne. Mais en même temps, je veux bien reconnaître que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y penche parce que l'épargne, s'il y a un sujet sur lequel la méfiance règne et sur lequel la confiance est absolument nécessaire avant d'aller plus loin, c'est bien l'argent et l'épargne. Et donc faire tout de suite confiance aux robots, c'est pas facile. Alors on va essayer de définir un peu tout ça, le robot, les robots advisors, les algos, tout ça, parce que c'est important. Je voudrais aussi te partager une conférence que j'ai faite hier à France FinTech, donc FinTech Révolution, leur événement sur le toit de la Grande Arche de la Défense, c'était super d'ailleurs. Et mais avant, juste pour rappeler, donc tu es Marc Tempelman, d'origine hollandaise, tu m'as dit. Oui. Donc le Tempelman, j'avais écorché ça quand je répétais tout à l'heure. Et tu es le patron et le fondateur de Cashbee. Oui. Et Cashbee, vous faites quoi? Alors, Cashbee a été cofondé par trois garçons et Cashbee se donne pour mission d'aider les Français à épargner mieux. Et donc, on a construit une plateforme mobile qui permet de le faire, à commencer par un produit d'appel qui est tout bête, qui est un compte d'épargne à vue rémunéré. Rémunéré 2% pendant quelques mois, puis 0,6. Et la raison pour laquelle on a commencé par un produit aussi simple, pour ensuite agrandir l'étagère avec d'autres produits d'épargne, c'est que justement, une des barrières à l'entrée, il nous semble, entre celui qui laisse dormir son argent et celui qui épargne intelligemment et qui le met au travail, c'est justement cette complexité dont on se méfie. Et donc pour nous, il fallait absolument abaisser la barrière à l'entrée. D'accord. Juste pour comprendre, c'est 2% au début quand tu ouvres ton compte ou c'est 2% au début quand tu verses l'argent? C'est 2% à partir du moment où le premier versement est fait, et encore une fois, pendant 3 mois, et pour être parfaitement précis, dans la limite de 75 000 €. D'accord. Sachant que le compte peut, lui, en revanche, prendre jusqu'à 1 million d'euros. Donc il n'y a pas vraiment de limite comme le livret A. D'accord.
Donc oui, pour être bien clair, si j'ai bien compris, si au bout de 3 mois je remets 75 000 euros, cette deuxième tranche n'est pas dans les 2%. Quoi. Tu as bien compris, c'est ça. Très bien. Donc c'est un produit d'appel pour essayer ensuite de proposer à tes clients des tas d'autres produits. Donc quand tu dis à vue, ça veut dire que je peux retirer, remettre. Absolument, Okay. et cela gratuitement 50 fois par jour si tu le souhaites. C'est comme un compte courant, quoi, en fait, un peu. Ouais, sauf que c'est rémunéré. Sauf que c'est rémunéré, et les comptes courants en France ne le sont pas, donc j'ai pas le droit d'appeler ça un compte courant, mais c'est un compte à vue. Ok. Claire, et donc tout ça sur mobile. Tu fais pour moi partie d'une famille de fintech B2C autour de l'épargne qui a émergé il y a... vous avez quel âge? 4 ans? 5 Nous, ans, on a 3 ans. 3 ans, ouais. Donc j'allais dire 3-4 ans, tu vois. Dont certains, on les a reçus ici, je ne peux pas forcément les citer, c'est pas l'idée, mais... vous êtes 3-4 que j'avais identifié à un moment dans la famille des robots advisors quand même. C'est aussi la raison pour laquelle je pense que c'est peut-être un angle que vous aviez pris au début ou pas. Je sais pas si c'est juste une perception, mais En fait, nous, on a vu le succès fulgurant de ces robots advisors, mais dans un contexte américain, c'est-à-dire Ouais. dans la culture anglo-saxonne, où le moindre teenager sait faire la différence entre une obligation et une action, et où une grande partie de la population est investie en action d'ailleurs, et où il y a clairement un autre rapport à l'argent et un autre rapport au risque. Et donc, même si le terme ne me déplaît pas, on a aussi observé que les robots advisors purs avaient du mal à percer en Europe. Tout simplement parce qu'il nous semblait que la culture de l'épargnant européen, et notamment de l'épargnant français, est différent. Il est moins formé en finance, moins à l'aise face à l'argent. C'est un sujet dont on parle moins en famille, ça c'est sûr. Et donc, il y a un rapport au risque qui est là aussi différent. Et donc, il nous semblait qu'il fallait ajuster le modèle et l'adapter à la culture européenne. D'accord. Mais donc c'est quand même quelque chose que vous avez traité à ce moment-là, enfin que vous avez regardé en vous disant est-ce qu'on va faire un robot advisor? Vous avez jamais utilisé ce terme, vous êtes jamais présenté comme tel? Non, jamais D'accord. comme tel. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une critique. On pense juste qu'il y a une approche différente qui est probablement nécessaire pour faire rentrer ceux qui, encore une fois, se sentent dépourvus face à l'épargne. Parce que j'ai l'impression que dans tes confrères, il y en a qui se sont présentés comme tels à un moment et qui ont effacé ça après. C'était l'idée parce qu'ils ont en fait réalisé que ça marchait pas si bien que ça faisait peur. Alors c'est possible. Encore une fois, moi je pense aussi qu'il y a une partie de la population pour qui les robots advisors sont très bien. C'est-à-dire que quand on est à l'aise en finance, quand on comprend la finance, quand on maîtrise bien les concepts de l'épargne, il n'y a aucun problème. Enfin, surtout, n'hésitez pas à utiliser les multiples services que certains proposent, mais où vous passez directement de j'ai de l'argent et je le mets au travail et je commence à arbitrer des classes d'actifs, des ETF. Enfin, je viens d'utiliser quelques mots qui sont déjà très complexes pour un grand nombre, enfin une grande proportion de la population. Et c'est ça qu'on veut éviter. Ouais, je reviens souvent sur ETF, typiquement pour bien évangéliser le truc, mais les classes d'actifs, tu pourras me l'expliquer. L'ETF, c'est donc souvent tu te colles à un indice, c'est ça, qui peut être le CAC 40 ou je sais pas moi, le Dow Jones ou le Nasdaq, alors les 50 premières, ou enfin voilà, il y a et tu vas investir dans un ETF qui va être qui va bouger exactement comme cet indice. Ouais, comme le panier sous-jacent, Ouais. et ça peut être dans le crédit, ça peut être dans l'obligataire, ça peut être sur les marchés émergents, ça peut être sur les commodités, l'or et autres. Mais le problème, c'est que ce produit-là, à notre sens, s'adresse déjà à quelqu'un qui comprend qu'il est en train de prendre du risque, qui comprend que certaines classes d'actifs, type les actions, c'est plus risqué que d'autres classes d'actifs, type les obligations. Et pour nous, il nous semblait que cette marche était très élevée. Encore une fois, quand on prend l'épargnant, enfin, j'allais dire lambda, mais enfin, la plupart des épargnants européens, notamment en France, et c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes que les Américains, c'est juste qu'ils n'ont pas consacré le temps et ils n'ont pas reçu l'éducation pour acquérir cette culture financière nécessaire. Pour être juste clair, parce que j'en ai parlé récemment dans un épisode, je crois, avec Joseph de Goodvest, il y a des ETF organiques, entre guillemets, des ETF qui sont synthétiques. C'est-à-dire, il y en a qui investissent vraiment dans les actifs dont on parle et il y en a qui reproduisent l'actif. Je me trompe ou... Non, c'est ça. C'est ça. Et leur avantage, encore une fois, je ne vais pas les nier, l'avantage, c'est que c'est souvent moins cher d'investir de telle sorte. Le deuxième avantage... Le synthétique ?
Les ETF de façon générale. Ouais. Et le deuxième, c'est que ça vous apporte évidemment une diversification. C'est-à-dire que si vous achetez un ETF CAC 40, par définition, vous venez de vous exposer à 40 titres différents, qu'il est très très difficile d'aller chercher tout seul. 40 actions déjà, ne serait-ce que 40 clics, c'est relou. Mais exactement. En revanche, ce qu'on perd un peu, ce sont des investissements dont on dit qu'ils sont passifs. Donc vous ne le contrôlez pas, c'est-à-dire que l'ETF va s'ajuster lui-même si la composition du CAC 40 par exemple venait à changer. Et deuxième observation, c'est si vous êtes actionnaire d'une société, vous avez bénéficié d'un droit de vote. Et typiquement, en étant détenteur d'un ETF, vous n'usez pas de ce droit. Et je me demande même si vous l'avez. Et qui l'a ce droit du coup ? C'est celui qui achète les actions réellement, c'est ça ? Alors c'est là où on vient peut-être à la limite de l'exercice. Encore une fois, je n'ai rien contre les ETF en soi, mais si on sait qu'aujourd'hui plus de la moitié des investissements sont faits, je crois, en ETF et que les fournisseurs de ces ETF sont toujours les mêmes, Vanguard, Amundi, BlackRock et autres, ils commencent à concentrer énormément de pouvoir de vote au sein de ces quelques maisons très professionnelles. Et par ailleurs, il me semble qu'on ne peut pas aller vers un marché qui est 100% passif. Il y a bien un moment où les directions de marché doivent être prises par ceux qui prennent encore des décisions délibérées en disant « je préfère telle valeur à telle autre ». Et donc, tu veux dire que, donc je reformule, mais donc tu vas avoir un Amundi, BlackRock, tu en as cité d'autres, des grosses boîtes que je connais de nom, mais donc en effet je savais pas exactement que c'était eux qui géraient ces choses-là. Ils vont émettre tellement d'ETF et il y a tellement de monde avec un ruissellement d'intermédiaires que moi je suis propriétaire parce que j'en ai quelques-uns des ETF. Bon. En vrai, je m'en fous des droits de vote parce que j'ai pas envie d'aller voter pour les 40 boîtes du CAC 40 dans lesquelles je suis, tu vois. Mais eux, ils en ont tellement de plein de sources différentes que finalement, ils arrivent et puis ils peuvent se retrouver avec 4, 5, 6, 8% d'une boîte du CAC 40. Très facilement avoir un énorme impact. Exactement. Et en fait, ils représentent pas vraiment des gens tellement il y a de monde. Moi, on me demande pas de voter, puis je m'en fous. Et puis donc eux, en fait, ils peuvent avoir une grosse influence sur les boîtes, alors qu'ils représentent personne. Enfin, entre guillemets. Ils se représentent eux-mêmes. Et donc, c'est les opinions des grands dirigeants de ces énormes acteurs qui vont prendre des décisions pour nous. Alors, peut-être qu'ils vont prendre les bonnes. Hein, encore une fois, mais je cherche juste à démontrer que l'ETF n'est pas la bonne réponse à tout. Ouais, et comme tu le dis, ils vont prendre les bonnes, mais d'un point de vue, alors il y a un point de vue financier, il y a un point de vue économique. C'est aussi des décisions qui sont très financiarisées, donc qui n'ont qu'un objectif de pécunier, de faire augmenter la valeur, etc., etc. Donc, si on te parle, je pense que ça me fait penser à Emmanuel Faber et Danone. Si on te parle de climat, d'écologie ou de qualité de vie au travail ou de je sais pas quoi, alors en fait, a priori, ils commencent à changer de point de vue sur le sujet. Par la force des choses. Puis peut-être aussi par conviction eux-mêmes. Ils sentent bien qu'avec le pouvoir qu'ils concentrent, ils sont censés se pencher sur des sujets autres que purement financiers, type gouvernance, type inclusion sociale, type combat contre le réchauffement climatique, pardon. Mais encore une fois, on délègue tout ça en achetant des ETF. Et je veux bien comprendre que toi, tu n'as pas du tout envie d'aller voter aux 40 âgés des 40 boîtes du CAC 40. Mais en même temps, c'est un pouvoir qu'on abandonne Tout à fait. Voilà. En revanche, on va revenir sur notre sujet du jour, parce que les robots aussi, faut en parler. Est-ce qu'on s'en préoccupe, leur qualité de vie au travail, les pauvres. Non, mais je vais y revenir juste après. Je voudrais juste là-dessus. En revanche, sur les ETF, tu prends quand même les comment tu appelles ça, les dividendes, il me semble. Ouais. Donc ça, pareil, un ruissellement de petites commissions partout. Mais tu prends tes dividendes parce que de temps en temps, j'ai des revenus qui tombent, je sais pas d'où ça vient. Et dernière question là-dessus. Quand tu as un panier d'actions, mettons Vaccine Tech ou MedTech ou FinTech, c'est un ETF aussi. Alors on peut aller dans des ETF très spécialisés. Alors là, attention, parce que là, c'est plus du tout les mêmes commissions très basses qui s'appliquent quand on prend des ETF indiciels. Les S&P 500, tu l'as cité, les MSCI World. Là, pour le coup, tu bénéficies vraiment de commissions très basses. On a déjà parlé, S&P Standard & Poor's 500, donc c'est les 500 plus grosses boîtes américaines.
Le MSCI, MSCI iWorld, c'est ça. Alors on le trouve sur. Voilà, c'est vraiment c'est les 1000 plus grosses boîtes du monde. Alors ça, je dois t'avouer. Voilà. Alors quand on regarde, on en avait parlé. C'est des performances assez incroyables. Et donc voilà, vous trouverez ces choses-là. On essaiera de les mettre dans les commentaires. Mais deux choses. Donc les ETF ultra spécialisés, là, les commissions sont bien plus importantes que pour les grands EDF indiciels. Et deux. Je pense qu'il faut bien se rendre compte que si les ETF ont très bien marché dans un marché qui directionnellement haussier depuis, je pense, 10 ans maintenant, l'ETF fait reproduire un indice. Donc, quand le marché directionnellement monte, c'est super, puisque l'indice monte, et donc on n'a pas trop à se soucier de... Oui, bref. Le CAC 40, il est passé de 3 à 6 000, donc de toute façon, voilà, t'es content. En revanche, je pense qu'on se dirige vers la seconde moitié du cycle économique, dans lequel il y aura des gagnants et des perdants, dans lequel il devient plus difficile de prédire, entre guillemets, la direction que peut avoir le marché, et dans lequel, donc, peut-être le stock picking et le choix des gérants qui gèrent des fonds actifs deviendra plus important, plus pertinent, et pourra à nouveau retrouver de la valeur. Oui, donc je reformule encore pour moi, hein, mais on était dans un marché où en fait tu t'accrochais à l'ascenseur général de tout le monde, puis tu te mettais sur les trucs un peu à droite à gauche et tu partais vers le haut et t'étais bien. Ouais. Et on se pose la question, alors on en a parlé ici avec Marc Fiantiono notamment, mais de quand ce marché va potentiellement stagner, potentiellement redescendre. Et si tout redescend, même doucement, voilà, c'est pas forcément un crack du jour au lendemain, on va redescendre avec tout le monde si on reste accroché à ces valeurs. Exactement. Voilà. Donc là, tu reviens vers un choix potentiellement humain, et on va revenir là-dessus du coup après, potentiellement humain, de conviction et de se dire en fait dans ces univers très précis, là de toute façon ça va continuer à monter, alors tu peux te planter aussi, mais voilà, avec un vrai potentiellement talent ou analyse ou interprétation. Exactement. Voilà. Et c'est là où la valeur du gestionnaire, donc de l'humain, prendra à nouveau sa place. Juste pour reprendre ton exemple, que j'aime beaucoup, tu peux même te dire, dans tel secteur, tu parlais tout à l'heure de l'agroalimentaire, je vais faire le pari, moi, gestionnaire, d'acheter Danone et Heineken, parce que je crois que ces deux boîtes vont très très bien marcher. Et en revanche, je vais même peut-être vendre, à découvert potentiellement, d'autres titres dans le même domaine, parce que j'ai le sentiment que ces boîtes-là ne vont pas aussi bien marcher. Et donc, si le marché monte ou baisse, dans sa totalité, une approche de cette sorte si le gérant a été bon et a fait les bons choix, va vous faire bénéficier de son talent. Alors que si tu es sur des ETF, donc et des index dans lesquels finalement sont les deux, et leurs concurrents, tu vas juste prendre la direction globale du marché. Exactement. Ok. Et ça, un robot, alors on va redéfinir juste après, mais un robot, selon toi, ne peut pas le faire. Un robot, il ne peut pas encore se dire je pense à long terme, je crois en ces valeurs, et il est plutôt très analytique, il prend des choses et il a pas ni d'intuition ni d'analyse profonde. Alors, je dirais presque le contraire. Je pense que si on parle de l'humain et de l'épargne, le premier humain dont il faut se méfier, c'est l'épargnant lui-même. Il faut se méfier de soi-même. Parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, les plus grandes bêtises que j'ai pu faire dans mes investissements personnels, c'est lorsque j'ai cédé à l'émotion. Typiquement, c'est quand tout va mal et que on passe sur CNN, BFM et autres en boucle des news terribles et que le marché est en train de s'effondrer. Qu'on peut être pris par l'émotion et donc faire ce qu'il faut jamais faire, mais vendre au mauvais moment. C'est vendre bas, vendre haut je dis n'importe quoi là. Acheter haut et vendre bas. Exactement, pardon. Et donc ça c'est typiquement quelque chose qu'un robot qui lui il fonctionne selon ses algorithmes et selon les instructions qu'on lui a données. Alors il y a un humain derrière qui a écrit les algorithmes, mais il va pas céder à cette même émotion. Il y a un autre élément pareil, où on peut les opposer assez facilement. En France, par exemple, il y a encore très peu de monde, en proportion, qui achètent des actions ou des actifs dits risqués. Et ça, c'est juste par méconnaissance. Pardon, mais je reprends juste... Alors, retiens bien là où tu en es, mais je reprends. Alors, c'était pour actifs risqués, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que dans l'année, rien que sur les cryptos, alors, j'ai pas vendu... Mais j'ai eu des moments où j'ai arrêté d'acheter. Alors, je suis vraiment sur une politique de dollar cost averaging, donc j'achète toutes les semaines mes cryptos. Il y a un moment où j'ai un peu arrêté d'acheter
Et c'était le moment le plus bas de l'année, en fait. Parce que, voilà. Et je le sais. Tu vois, je le sais que dans le dollar cost averaging, et je te le dis, je pourrais donner des leçons à tout le monde là-dessus. Il y a quand même un moment où j'étais fébrile, quoi. Et dès que c'est remonté un peu, alors j'ai loupé 2-3 semaines, je pense, mais dès que c'est remonté un peu, j'ai repris. Mais tu te dis, c'est quand même con, parce que c'est justement là où, en fait, j'aurais pris mes gains, en fait, quoi. Il y a des études statistiques qui montrent que quelqu'un qui aurait loupé les 5 meilleures journées de hausse sur une période de 10 ans se coupe de, je crois que c'est 20 ou 25% de la perf totale. Enfin, bref. C'est ça. Donc ça revient clairement sur ce fameux point de, déjà, il faut se méfier de l'humain, oui, soi-même. Et donc là, les robots peuvent t'aider. Et là, je parle même pas d'algorithmes ultra compliqués. Exemple, vous pouvez tout à fait, très facilement, via Cashbee ou d'autres applis, automatiser vos efforts d'épargne en mettant de côté tous les mois la même somme. Ça revient un peu à ce que tu disais sur le dollar cost averaging. 1, ça rend l'effort d'épargne automatique. 2, ça le rend indolore, quelque part. Et 3, oui, on a toujours peur de louper le meilleur moment d'entrée, mais en même temps, en mettant la même somme de côté tous les mois, on sait aussi qu'on va louper le point le plus haut d'entrée. Donc, c'est une stratégie qui est ultra simple, que vous pouvez mettre en place même dans les banques traditionnelles. Enfin, pas besoin d'être une fintech pour ça. Mais ça fait partie des petites techniques toutes bêtes. J'ai même peur d'appeler ça un robot, tellement c'est simple. Mais ça évite de faire des bêtises comme j'ai pu en faire moi quand j'étais jeune. Finalement, je vais théoriser sur le... Mais si tu crois que tu es dans un monde en croissance, ça reste une technique intéressante. Si tu crois fort que le monde va partir en décroissance sur plus qu'un cycle long, enfin, ça c'est sûr. Une durée très longue, parce que tu penses au chaos écologique et à toutes ces choses-là, finalement, est-ce qu'il y a des moyens de faire du dollar cost averaging en shortant, enfin en étant, comme tu disais, en vente à découvert, oui, contre le marché? Il y a sûrement une façon de le faire. En revanche, moi d'abord, je ne suis pas là pour donner des conseils d'investissement, mais je rappelle juste que... On ne donne pas d'un conseil d'investissement sur la martingale. Voilà. On parle de principes, de choses qu'on analyse, de choses comme ça. Dans le principe, je rappelle juste que lorsqu'on vend à découvert, la perte potentielle est illimitée, est infinie, théoriquement. Alors, ouais, on va reprendre. La vente à découvert, ça veut dire qu'on va plutôt penser. Alors, je sais pas exactement techniquement comment ça se fait, mais tu vas te dire, je vais parier contre telle action plutôt que pour. Et donc, surtout, je vais le faire sans avoir les actions dans la main. Donc, je vais te les emprunter. Ouais. Je vais ensuite les vendre. Et tu vois bien que si effectivement mon pari est juste, si le prix de cette action baisse, je vais pouvoir la racheter plus tard moins cher, potentiellement beaucoup moins cher. Et c'est là où la vente à découvert aurait marché. Mais en revanche, le prix d'une action, théoriquement, peut monter sans limite. Et il y a bien un moment où toi, à qui j'ai emprunté les actions, tu vas vouloir que je les rende. Et il va falloir que je les rachète. Est-ce que tu peux juste me mettre un chiffre en partant de 100, une action qui vaut 100, je la vends à découvert combien, quand, dans 2 mois Très bien, mais bien sûr. Donc je t'emprunte une action, je la vends à 100. Si dans un mois, elle vaut 50, je peux la racheter 50, te la rendre, et j'aurai un gain de 50. D'accord. Si malheureusement l'action plaît et elle est partie à 1000, je serai quand même obligé de la racheter à 1000. Ouais. Je te la rends et j'aurai perdu 900. Ok. Ouais, donc tu peux vraiment perdre beaucoup plus que ce que tu as investi, quoi. Absolument. C'est la difficulté. C'est la difficulté. Ok. Donc les robots. On y revient. Qu'est-ce que c'est un robot dans tout ça? Parce que c'est vrai qu'on a une tendance évidemment toujours à imaginer le robot avec des bras, des yeux qui clignotent, etc. Donc là, on parle d'algorithmes, on est d'accord? Ouais, complètement. Ouais. Et dans les algorithmes, il y a des algorithmes qui ne font que reproduire c'est du code qui vont que reproduire des instructions qui ont été données par des hommes. Ouais. Ça, c'est, on va dire, la version la plus simple. Donc, si l'action perd 20%, tu vends ou tu rachètes. Si l'action gagne 20%, tu vends ou tu rachètes. Tu mets tes règles. Tu peux limite le faire sur Excel, le brancher à des marchés. Et puis, ça se fait d'ailleurs, je crois, de Excel au marché. Il y a des banques qui ont fait ça comme ça avec très longtemps. C'était des problèmes, ce qu'ils appelaient le shadow IT. Tu as dû entendre parler de ça peut-être, mais voilà. Et puis, tu as la version 2 qui est un peu plus poussée avec un apprentissage de la machine, du deep learning, de l'intelligence artificielle, etc. etc.
juste pour comprendre, comment on situe le robot advisor d'aujourd'hui là-dedans et où est-ce qu'on en est sur la version 2? Est-ce que ça existe vraiment et on laisse complètement en autopilote des machines qui font leur vie ou pas? Donc là, c'est une vaste question et j'espère qu'on a un peu de temps, mais premièrement, ce que tu as décrit au début, c'est ces règles très simples, heuristiques, qui sont de type je mets 500 € de côté tous les mois, le 17 du mois, ou si à la fin du mois, il me reste plus que X, mettez tout ce qui dépasse de côté. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Ça, tu peux le faire toi-même sur plein de... Enfin, tu vois, j'ai des sponsors qu'on connaît ici, mais des plateformes de trading, par exemple, où tu peux mettre des règles disant si ça fait plus de... Souvent, d'ailleurs, il y en a quand même qui sont mises d'office. Ça m'est arrivé sur l'Ethereum, tu vois, où si tu fais plus de 400%, ça vend tout. Et donc, du coup, moi, je me suis retrouvé à tout vendre 3 jours avant que ça craque. J'étais très content, j'ai tout racheté. Mais voilà. Et je pense qu'avec ces règles très simples, qu'on peut trouver chez pas mal de fournisseurs, que tu peux créer toi-même, à mon avis, tu couvres déjà 80% des besoins basiques pour celui qui est un peu frileux face à l'épargne. C'est-à-dire que si on met de côté de façon régulière, si on sait que quand quelque chose baisse trop fortement, c'est vendu automatiquement. Parce qu'il y a un biais cognitif, il y a un aspect humain qu'on partage tous, c'est que lorsqu'on a acheté quelque chose, un investissement, on a du mal à le vendre quand ça commence à baisser. Parce on se dit deux choses. Un, on refuse de reconnaître qu'on s'est planté. Et deux, on dit non mais ça va rebondir, ça va revenir. Alors je dis pas que ça peut pas revenir, mais c'est là où des règles heuristiques très simples qui sont appliquées pour vous, donc où la décision, c'est vous qui avez mis vos barrières, mais une fois que vous avez mis vos barrières, c'est la machine qui s'en occupe. Au moins vous êtes rigoureux dans la gestion de votre épargne. Et la rigueur en épargne, ça peut faire une différence énorme. Et là, on n'est même pas parti dans des algorithmes très très complexes. C'est vraiment, comme tu disais, mettre quelques règles simples dès le départ. Exemple, on sait tous qu'il faut une épargne de précaution, donc cette fameuse épargne qui ne doit pas être à risque, qui doit être toujours liquide, toujours accessible pour le fameux coup dur. Oui, combien ? Selon les différentes théories, il faut à peu près entre 3 et 6 mois de salaire, selon que vous êtes père de famille ou si vous êtes célibataire, bref. Mais une fois que cette somme est de côté, tout ce qui dépasse, on devrait commencer à le placer à plus long terme, avec un peu plus de risque. Ça, en fait, les gens ne le font pas. Il y a énormément de livrets A en France. Je crois même que c'est la masse d'argent qui sont sur des livrets A qui sont au max, le fameux max de 22 950 €, je crois, par personne. Ils sont très, très nombreux. Donc, les gens remplissent leur livret A et ensuite font dormir de l'argent sur leur compte courant parce qu'ils n'ont pas ces réflexes de se dire j'ai déjà mis de côté pour le fameux coup dur, maintenant tout le reste, je suis censé en faire quelque chose. Ok. Donc ça, tout ça, c'est des règles heuristiques très simples. Ouais, mais c'est vrai que c'est très simple. Alors, le tout, c'est que c'est très simple, c'est que ça prend du temps. Et je dois d'ailleurs aller plus loin dans ce que tu dis, c'est que... Alors, pour répondre à la question du jour, ce robot-là, on a confiance. Puisqu'en fait, si on est dans un robot qui est simple, règle A, règle B, mais alors, d'autant plus si on l'a mis en place soi-même. Exactement. Si c'est moi qui ai mis les règles, j'ai confiance. Si c'est quelqu'un d'autre qui a mis les règles, en parlant, potentiellement, j'ai confiance aussi parce qu'on a mis les règles, elles sont là, elles bougent plus. Tu vois, tu mets tes invests au fur et à mesure, tu stacks, comme on dit, et puis voilà, ça part, ça achète, ça vend, ou voilà, comme on a dit. Moi, à la limite, la première chose que je vois, c'est que si moi, mettre ces règles moi-même à chaque fois, en fait, je le fais pas. Donc, parce que j'ai pas le temps et qu'en fait, j'achète sur un coup de tête. Et puis, je me dis, tiens, allez, on y va. Ah, ça, c'est bien. Tiens, j'ai acheté du Jumia. J'ai pris moins 30. J'ai toujours pas vendu. Je vais vérifier. Voilà. Donc, j'aurais eu une règle comme ça aurait été mieux. Mais tu vois, je le fais pas. Donc, finalement, c'est là où tu peux te dire, soit, alors, la question, un humain, un robot, ou quelqu'un qui me met ses règles, ou toutes ces règles à appliquer en me disant, il y a 3 grandes règles. Toi, t'es un peu investisseur exotique, t'as envie tu prendre des risques, tu es à l'opposé, puis tu as le ventre mou au milieu. Voilà. La question, c'est qui donc pose ces règles. Ces robots, tu as confiance, et après, qu'est-ce qu'il y a après et plus loin ? Parce que c'est pas du j'ai du mal à considérer ça comme un robot, entre guillemets. Ça, c'est des règles, quoi, tu vois. Et quel est le next step, en fait ? Est-ce que c'était ça qu'on voyait quand on parlait de robot advisor, ou pour moi, c'est plus justement des choses qu'elle allait investir dans des trucs que je connais pas du tout. Tu vois, tu mets ton argent quelque part et puis tiens, vas-y, le robot va aller regarder et puis.
Alors, très, très franchement, je ne pense pas que les robots advisors le fassent. Je pense que ce qu'eux font, c'est ils sont très bons pour déterminer et te catégoriser justement entre celui qui aime bien prendre du risque et celui qui n'en prend pas du tout et ceux qui se trouvent dans le fameux ventre mou auquel tu fais allusion. Et en fonction de là où tu es dans le ventre mou, te construire des portefeuilles. Je ne suis pas certain qu'ils vont aller te chercher des actifs auxquels tu n'avais pas pensé. J'en connais pas. Mais c'est déjà très bien ce qu'ils font. Parce que pour moi, c'est en fait la force du robot. Ouais. Alors là, on va plus loin dans le robot d'après, dans l'IA et dans le deep learning, etc. C'est qu'en fait, déjà, lui, il a du temps, entre guillemets. Il peut bosser tout le temps. Mais surtout, il peut être alimenté par une masse de données dès aujourd'hui, que moi, je pense qu'en 1 heure, il peut accumuler une masse de données que je ne pourrais pas accumuler en une vie, en fait. C'est déjà ça, tu vois. Et en plus, en live et traité, voir les choses qui montent très fort, les choses qui descendent très fort. Enfin, je veux dire, nous, même dans les salles de marché, tu vas avoir des traders spécialisés sur les oléagineux, d'autres qui vont être spécialisés sur, je sais pas moi, de l'or, des monnaies, des produits dérivés, etc., etc. Bon. Les robots, en fait, une belle grosse machine peut éventuellement emmagasiner un nombre de choses et se dire, tiens, analyser, te dire là, il se passe des choses, te mettre des voyants un peu partout, etc., etc. Et potentiellement, je me dis à un moment, comprendre des patterns. D'ailleurs, je crois que c'est déjà le cas et ça s'emballe déjà de temps en temps. Non, et du coup, il y a des effets de bord aussi. Non, complètement, ça existe et il y a des hedge funds qui font que ça. C'est les fameux quants. Donc eux, ils investissent. Enfin, ce sont les machines qui décident d'investir ou non en fonction, par exemple, du nombre de tweets ou du nombre de fois où le nom d'une boîte peut apparaître de façon positive ou négative sur les réseaux sociaux. Donc ça existe, mais là, franchement, on s'écarte, je pense, de beaucoup des produits d'épargne plutôt simples dont aurait besoin monsieur et madame tout le monde. Et je le dis ça avec le plus grand respect. Je dis, ça c'est réservé à des personnes, il me semble, très très fortunées, parce que ces fonds marchent parfois très bien et peuvent aussi, elles se planter et en tout cas être relativement volatiles, c'est-à-dire dont le prix peut fluctuer fortement dans le temps. Pour moi, là où ça devient intéressant et où je reviens sur le terme robot, c'est que, par exemple, chez Cashbee, le client a le choix de connecter son compte courant ou pas. Il a le choix. Il se trouve que la grande majorité de nos clients le font. Et du coup, notre robot, nos systèmes, peuvent voir les flux qui rentrent et qui sortent d'un compte courant donné. Je précise les systèmes, pas les gens, pas les humains. D'accord, donc je suis à la BNP, je branche mon compte BNP sur Cashbee, et toi tu vas voir ce qui se passe un peu sur mon compte courant et tu vas pouvoir peut-être, c'est ce que tu allais bien me donner des conseils. Exactement, me dire, voilà. et des conseils tout bêtes de type, imaginons une seconde que tu bénéficies d'un 13e mois ou d'un bonus en début d'année, on va voir une rentrée exceptionnelle à un moment exceptionnel qui clairement se distingue de ton salaire et on va pouvoir te dire bravo, d'abord, félicitations. Et là, je sens que tu vas faire le rabat-joie. Tu vas me dire, plutôt que de dépenser cet argent dans un truc où tu veux te faire kiffer, je suis vraiment désolé. Non, mais je vais prendre un autre exemple qui va parler peut-être à d'autres. Tu vois, si nos systèmes voient que tu as fini de rembourser ton crédit immobilier, par exemple, ton emprunt immobilier. Il y avait une somme de plusieurs milliers ou plusieurs centaines d'euros qui sortaient tous les mois, et cette sortie s'arrête. Ça veut clairement dire que bravo, tu as fini de payer ta maison ou ton appartement. Imaginons que cette somme, pour faire simple, c'était 1 000 euros. Alors, on ne veut pas être complètement rabat-joie, donc on ne va pas te dire dorénavant, mets donc les 1 000 euros de côté, parce que tu veux kiffer, mais on va te dire, mets 500 euros de côté, puisqu'avant tu mettais 1 000 euros de côté, c'était quasi $1. Maintenant, ton niveau de vie peut augmenter, tu as fini de payer ta maison, bravo, mais une partie de ça ne change rien pour toi. Or, on sait très bien qu'une des puissances derrière l'épargne, c'est cette régularité à laquelle je reviens encore. Moi, je ne sais pas prédire où vont les marchés. Et si tu as un invité qui va te dire qu'il sait le faire, surtout, je veux bien ses coordonnées parce que ça m'intéresse. Ou alors je le fuis, peut-être. C'est 2 options. C'est-à-dire que moi, en revanche, je peux te dire une chose avec conviction, c'est que sur des très longues durées, les marchés ont quand même eu tendance à monter, notamment les marchés actions. Et tant que tu contribues très régulièrement, il y a ce fameux pouvoir des intérêts composés
qui fait que ton épargne va grandir. Compound interest. Compound interest. Alors, la règle des 72. Alors, réexplique-moi ça, s'il te plaît. La règle des 72, c'est une règle qui me fait marrer. Enfin, je suis peut-être un geek de la finance. Ça, c'est vraiment le grand truc. Alors, pas à la mode, mais. J'adore. Voilà, le compound interest, j'entends ça dans tous les podcasts américains que j'écoute, etc. Ah ben moi, je suis fan. Vas-y. Alors, la règle des 72, c'est très simple. C'est si tu veux bluffer tes amis lors d'un dîner, tu dis donne-moi un taux d'intérêt quelconque, un chiffre, et moi, je te dis en combien d'années tu doubles ta somme si tu investis à ce taux. Exemple, tu vas me dire 6, 72 divisé par 6, de mémoire, ça fait 12. Donc, sans faire genre, je suis en train de réfléchir, je peux te dire qu'en 12 ans, si tu investis à 6% et que tu laisses la somme tranquille et que donc les intérêts gagnent des intérêts sur les intérêts des années précédentes, les fameux intérêts composés, en 12 ans, tu doubleras ta somme. Donc, j'investis 100 à 6%. Ouais. En 12 ans, j'ai 200. Exactement. D'accord. Et si tu me dis, j'investis à 12%, ouais. C'est en 6 ans. En 6 ans, d'accord. C'est magique. Ok. Et il paraît que c'est Einstein qui a découvert cette règle, en tout cas qui l'a mise sur papier, et qu'il aurait, selon la légende urbaine, appelé ça la 8e merveille du monde. Et on peut se marrer, mais moi, c'est une vraie martingale. Enfin, si je peux me permettre le terme, c'est une vraie martingale. Donc le tout, c'est de réussir à avoir ton taux garanti, quoi. Mais le tout, c'est de pas y toucher, ouais. Et de laisser les intérêts faire des petits. Ouais. C'est ça. Et ce qui est fou là-dessus, c'est que c'est là où on revient, hein, mais sur le comment c'est tôt, ce genre de choses, en fait. Quand tu es capable de faire ça à 25 ans, 24 ans, même avec un tout petit peu d'argent, et que petit à petit, exactement. C'est là où j'imagine qu'un robot, un bon conseiller, mais qui réussit à juste tirer un tout petit peu tes 100 balles au début, 200, ensuite 300, 400, 500, tu vois, t'arrives là-dessus. À la fin, en fait, tu finis à 45 piges et t'as 1 million sur ton compte. Exactement. Et c'est là où le robot peut être intéressant, c'est-à-dire que, enfin, je reviens un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, avoir un robot qui te rappelle au bon moment que tu peux mettre de côté, enfin, nous, on pense, forcément, puisqu'on l'a mis en place, nous, on pense que ça vaut de l'or. Parce que, comme tu le disais toi, c'est pas que t'as pas mis de côté au bon moment, c'est parfois tu oublies de le faire. Et donc, tu as beau mettre des choses moi, sur Excel. Tout le temps. Alors ça, je te rejoins complètement. En fait, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Tu vois, c'est pas ma préoccupation quotidienne. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est terrible d'avoir une préoccupation quotidienne pour son argent tout le temps. Tu vois, c'est pas. Voilà, c'est quand même fait pour vivre et dépenser l'argent à la fin. Donc voilà. Et donc nous, on cherche aussi à faire gagner du temps parce que quand on a fait nos sondages avant de se lancer, le pain point du cadre supérieur de la profession libérale, enfin ils disent manquer de temps. Alors, ils disent manquer de temps, et derrière, il y a un peu de... Et par ailleurs, je suis avocat, je suis médecin, enfin, les chiffres, ça ne me parle pas nécessairement, et je me méfie un petit peu de ce monde opaque. Mais la première raison pour laquelle ils avouent mal épargner, c'est qu'ils manquent de temps. Et donc, encore une fois, si un robot peut t'aider de te rappeler au bon moment de mettre de côté de façon régulière, la partie est à moitié gagnée, si ce n'est plus que la moitié. Ouais, et puis on en parlait ici, en plus, dans certains épisodes, il faut être capable de... normalement, de prendre le temps, alors idéalement on en parlait une fois par semaine ou une fois par mois, mais juste de se poser sur ses finances. Voilà, et on le fait pas. Enfin, je sais pas si tu le fais toi, mais tu le fais toi. Moi, je suis un peu un geek, donc j'adore ça. Mais là où je partage ton opinion, c'est qu'il faut surtout pas le faire tous les 5 minutes. Je sais qu'il y a des fintechs qui adorent gamifier tout. Je m'en méfie un tout petit peu. Je pense qu'engager sur le sujet de l'épargne et apprendre sur le sujet de l'épargne, c'est très important. Gamifier à l'extrême, c'est dangereux parce qu'on revient dans le domaine de l'émotion et être trop émotif face à l'argent, c'est justement là où on fait des bêtises. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est très un peu pourchassé par la MF et tout ça, le côté gamification, parce que tu reviens dans des trucs qui deviennent addictifs. On va se rapprocher du gamification, il y a du jeu dedans, donc on va se rapprocher du casino ou des choses comme ça. C'était avec Émilie Bellet sur Vestpod, l'épisode 78 que je vous recommande, qu'on parlait de la nécessité de revenir là-dessus souvent. Donc ça, ce sont des robots advisors. Juste pour comprendre, finalement, je voyais pas cet angle de robot advisor. C'est vraiment là, on est vraiment dans l'advisor. C'est pas quelqu'un qui gère ton argent, c'est quelqu'un qui va analyser tes flux et te dire, tiens, là il y a un truc, tiens, il y a peut-être trop de côté là-dessus, tiens, voilà, tiens, peut-être que
tes invests sont trop déséquilibrés, ton patrimoine n'est pas assez bien comme ça. Et ce robot, il te parle comme un robot. Enfin, vous le présentez comme Patrick, ou vous dites salut, je m'appelle le robot. Enfin, non, alors déjà, il y a. Parce que pour moi, c'est très important, on parle de confiance, mais quand moi on me dit tiens, il y a Janine ou Patrick qui te parle et que en fait Janine, il se trouve qu'elle n'existe pas et que c'est un robot, tu vois, j'ai un peu l'impression d'avoir été. Berné, ouais. Donc nous, on lui a pas donné de nom, déjà aussi pour éviter le côté manque de confiance. Est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, enfin bon, ces jours-ci, il faut faire transgenre, tu le mets. Puis comme voilà, ça, exactement. Dominique. Non, mais donc on lui a pas donné un nom justement pour la raison que tu évoques, c'est-à-dire que si un humain te contacte, c'est un humain chez nous. Dominique CQ, parce que du coup, il faut. Ah non, mais c'est justement là où le débat peut avoir lieu. Non, donc on lui a pas donné de nom parce que justement, on veut bien faire comprendre. Et je crois d'ailleurs que la culture est en train d'évoluer. On est prêt à prendre des conseils de la part des machines. Mais à partir du moment où on lui fait confiance. Et donc c'est là encore où le modèle de commencer par un compte rémunéré tout bête est peut-être pas idiot. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Si on commence par un produit tout bête que tout le monde comprend, pour ensuite progressivement aller dans le conseil et l'amener vers des placements un peu plus diversifiés, un peu plus risqués, selon le profil. L'autre choix qu'on a fait, c'est de proposer des investissements par thème. Donc plutôt que de dire est-ce que tu veux des actions américaines ou est-ce que tu t'intéresses au crédit japonais, là je viens d'utiliser encore une fois des mots que bon nombre d'épargnants ne souhaitent pas entendre ou ne comprennent pas toujours très bien. Nous on dit est-ce que vous avez des convictions, et les convictions ça peut être le climat, ça peut être l'inclusion sociale. Et donc, on peut packager son épargne en fonction du thème auquel on croit, au-delà du rendement financier. Évidemment, on vise un rendement financier, mais on peut le combiner, on pense, avec une conviction personnelle qu'on peut avoir. Donc, non, on ne lui a pas donné de nom à notre robot, mais effectivement, je pense que le robot, aujourd'hui, que ce soit le nôtre ou celui des autres, peut répondre à 80 voire 90% des besoins en conseil d'un épargnant, encore une fois, lambda. Et alors ça, c'est très important ce que tu dis, parce que la grosse difficulté quand même aujourd'hui, et c'est en fait, c'est un peu dans tous les métiers, c'est-à-dire que tu vois j'en parle sur un autre épisode de Génération Do It Yourself pour notre podcast avec le fondateur de Legal Start, et Timothée Rambaud. Et en fait, à un moment, les avocats, en fait, ils te facturaient une partie de leur travail qui était pas du tout la plus glorieuse et voilà, qui était je vais être volontairement un peu cash, mais un peu pisseur de copies, à remplir des trous dans des contrats standards qu'ils avaient et qui te facturaient cher parce que voilà, et on ne facturait pas la beauté de leur métier qui était la vraie réflexion intellectuelle de comment ils peuvent te défendre en préventif, te défendre en voilà, comment ils peuvent attaquer potentiellement, enfin vraiment le job d'avocat pour lequel ils ont mis la robe, tu vois. Et ton discours, il peut être répliqué pour le gestionnaire d'actifs. C'est le même. C'est pour ça. Je voulais pas te parler d'avocat gratos, mais gestionnaire d'actifs et en fait, ce que je dis, c'est dans plein de métiers. Je veux dire, typiquement, je prends, tu vois, à un moment, on travaillait sur de l'écriture automatique pour des matchs de tennis sur des brèves. Parce que c'est des brèves. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour un journaliste, tu vois, et souvent c'est un qui va s'en faire 8, 10, et qui va te prendre les matchs tennis, foot, etc. Un tel a gagné 3-2, machin, sur un match qui s'est passé à tel endroit, t'as toutes les infos. Tu s'en fous, tu vois, c'est pas intéressant à écrire, c'est pas un vrai job de journaliste pour lequel tu t'es engagé dans cette voie. Et aujourd'hui, la problématique, je pense, de beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, de beaucoup de conseillers, alors je sais pas comment on les appelle, mais dans la finance, vont te proposer des choses parce qu'ils y passent beaucoup de temps, mais c'est pas là où ils ont le plus d'impact. Et moi, j'ai besoin d'avoir des conseillers qui vont avoir de l'impact, qui vont me comprendre. Mais si tu arrives à laisser sur 80 ou 90% du job la machine le faire, j'aurais pas l'impression de les payer pour les mauvaises raisons. Et en plus, je pense que la personne sera plus heureuse dans son job. Bien sûr. Donc, pour moi, on était parti sur a-t-on encore besoin de l'humain dans l'épargne ? Et je pense qu'il y a deux moments où c'est crucial. Le premier, c'est quand on va construire les algorithmes, c'est quoi les bonnes règles à proposer à cette clientèle peut-être peu formée à la finance ?
Donc ça, c'est un job passionnant, il me semble. Et le deuxième, il y a une raison pour laquelle j'ai dit, dans le conseil, on peut, je pense, automatiser 80-90% des bons conseils. Les 10% restants, c'est là où la valeur ajoutée peut être gigantesque et pour moi, est presque fondamentalement nécessairement humaine. Parce que là, on va s'intéresser à des choses comme l'impact fiscal d'un portefeuille donné pour une personne donnée qui peut être divorcée, 3 enfants, famille recomposée. Là, ça commence à devenir ultra personnalisé et c'est là où l'humain a tout à fait son rôle à jouer. Mais j'ai mis le fisc délibérément en dernier parce que nous, on s'oppose à cette vision qui consiste et qui règne encore un tout petit peu en France dans certains endroits où il faut regarder l'épargne d'abord par le filtre fiscal en disant si j'investis dans tel ou tel truc, est-ce que ça va me réduire ma facture fiscale ? Ne sais pas trop la politique ici. Bref, voilà. J'adhère à ce point de vue de s'en écarter. Mais il y a un moment où il faut que ça rentre en compte. Ouais. Et typiquement, c'est là où le bon conseiller en gestion de patrimoine, qui aura libéré du temps parce que toute la base, tous les règles simples, il y a un robot qui s'en occupe, et c'est là où il peut apporter de la valeur. Tu vois, on va là-dessus avec Nicolas Decodin de Avenue des Investisseurs, tu dois le connaître peut-être, mais sur justement la défiscalisation, par où commencer. Et je pense que l'idée, on le dit dans l'épisode, c'est que c'est pas de le faire à tout prix, tout le temps, etc. C'est juste de se dire, voilà, il y a aussi des bonnes règles de défiscalisation qui servent à la société. Elles sont là mises pour des bonnes raisons généralement. Mais l'objectif n'est pas juste de se dire, tiens, je ne vais pas payer d'impôts. Très clair. Je te rejoins sur ce que tu dis sur le début et la fin. Le début, pour mettre en place une stratégie, c'est très important, l'humain, parce que en fait, on n'y connaît rien. Alors, sauf si tu écoutes bien la martingale, tu commences à être expert, mais on n'est jamais formé sur ses finances perso. Tu as des intuitions, mais entre le manque de connaissances et le manque de temps, en fait, tu as besoin de quelqu'un avec qui tu peux t'asseoir, etc. Sur la fin, en fait, tu as besoin à l'autre extrémité de quelqu'un qui t'aide à... Voilà. Et sur l'ongoing aussi, c'est-à-dire que je reviens sur ce que tu disais, tu vois, quand les marchés baissent ou quand tu es fébrile, c'est Laurent Puget d'OTA avec qui en fait qui était vraiment une étincelle pour créer ce podcast, qui est venu plusieurs fois et qui me le disait souvent. En fait, lui, une des grosses parties de son job, c'est de convaincre ses clients quand des choses partent en live, de pas fléchir, quoi, et de faire confiance et donc il y a des moments où de continuer, de l'écouter, de pas partir en vrille. Et ça, c'est pas le robot, parce que le robot, toi, tu lui dis juste, tu t'appuies sur le bouton et puis tu coupes tout, quoi, et voilà. Mais ça c'est le point que tu viens de soulever est canon et clé parce que c'est encore un biais cognitif humain. L'humain, quand les choses tanguent ou quand les choses commencent à s'exciter, il a envie d'action. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et en épargne, très souvent, la bonne réponse, quand ça commence à bouger un peu dans tous les sens et que ça devient un peu plus complexe, très souvent, pas toujours, très souvent, la bonne réponse, c'est surtout ne rien faire. Donc j'adhère parfaitement à ce que tu viens de dire. Enfin, c'est clé. Bon, on est connectés alors. Très bien. Je crois qu'on a fait un bon tour. On voit que l'humain n'est pas encore complètement périmé. Il y a un point qu'on n'a pas beaucoup abordé qui est plus sur ces robots très avancés. Est-ce que tu l'étudies, tu le regardes? Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots? Je parle donc de deep learning, de machine learning réel. T'es pas un spécialiste là-dedans, hein, mais pour imager le deep learning, c'est un robot qui va, encore une fois, je vais me faire éclater par les grands experts, mais ma manière de l'interpréter, c'est un robot qui va être capable de reconnaître, par exemple, comme un enfant, une chaise, on lui a jamais appris que c'était une chaise et que c'était fait pour s'asseoir dessus. On va pas lui dire, tiens, Jules, regarde, voilà une chaise et ça sert à s'asseoir dessus. En revanche, l'enfant, par le cognitif, je pense, va voir la chaise, va voir des gens s'asseoir dessus, va entendre le mot chaise et va à un moment comprendre que ça s'appelle une chaise et que c'est fait pour s'asseoir dessus. Donc il va faire comme vous, mais on n'a pas eu besoin de lui expliquer. La machine, pendant très longtemps, on devait lui montrer des photos, lui dire ça c'est une chaise et ça sert à s'asseoir dessus, et puis on va aller lui apprendre à reconnaître sur des photos des chaises, et puis voilà. Au bout d'un moment, elle va voir sur les photos d'autres patterns et comprendre que tiens, ça c'est une lampe et que ça sert à allumer de la lumière, voilà. Et donc elle comprend
par elle-même des choses. Ça, c'est l'apprentissage de la machine. Ouais. Vraiment une intelligence artificielle qui comprend par elle-même. Voilà. Et sur un gros stack de photos, si tu as des millions de photos à analyser, elle peut très vite comprendre, selon la puissance de calcul, plein de choses plus vite qu'un enfant. Si tu essaies de le faire apprendre. Voilà. La question, si j'applique ça à la finance, est-ce que ça existe ? Est-ce que j'y ai accès en tant que particulier ? Je crois que ça existe dans les finances de marché. Ouais. Voilà. Non, il y a des hedge funds qui sont spécialisés là-dessus, qui font que ça. Parmi les fonds les plus successful, il y a même une série qui s'en inspire un tout petit peu, que tu connais peut-être, Billions. Ouais. Mais donc, oui, ça existe. 2, pourquoi ? Parce qu'en finance, tu as absolument raison, si tu peux analyser très très vite énormément de data, tu as un avantage par rapport à l'opérateur humain qui n'a que ses 4 écrans Bloomberg devant lui. Et donc, si tu peux aller très vite, il y a un gain à réaliser. Donc oui, ça existe en finance et oui, ça existe avec succès. Je crois que pour le commun des mortels, c'est très difficile d'y avoir accès parce que c'est typiquement des fonds qui ont levé des sommes importantes pour avoir des systèmes et des informaticiens et une tech qui est juste dingue. Et donc, si tu veux y avoir accès, il faut essayer de trouver un moyen d'investir dans ces fonds. Quoi, exactement. Et typiquement, le ticket d'entrée est élevé parce que ce sont des fonds qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir des centaines de milliers de petits porteurs, entre guillemets, mais qui sont plutôt intéressés à faire travailler déjà leur propre argent, parce que souvent, il s'agit de gens assez fortunés. T'en connais des fonds comme ça De mémoire, Millennial fait ça très bien. Tu m'enverras éventuellement si tu as soit un lien, un article, soit des fonds, voilà, juste qu'on puisse creuser un peu l'idée. Parce qu'en plus, souvent, il y a quand même des moyens par des intermédiaires de se mettre à... tu vois, beaucoup pour investir dans un ticket, dans un pool de gens qui vont rentrer dans le fond, voilà, de plus en plus, quoi, ce qui permet pas mal de boîtes. Tout en reconnaissant que c'est évidemment un investissement qui, presque par construction, doit être classé parmi les investissements à risque. À risque, ouais. Mais en visant un rendement élevé, ça va avec. Ouais, et puis potentiellement, c'est un autre débat qu'on n'aura pas maintenant, mais amoraux, en fait. Enfin, je veux dire... ou alors ils ont des thèses, mais je veux dire, souvent le seul purpose de ce genre de truc, c'est de faire du fric, quoi. C'est assez froid. C'est assez froid comme approche. Voilà, je gagne des tout petits tickets, comment on appelle, des pipes, là, c'est ça. Voilà, et boum, j'achète, je vends. Juste avant le marché, je vends un tout petit peu plus cher et j'achète un tout petit peu moins cher. Et puis, avec ces différences, tu fais des sommes astronomiques. Ouais. Quoi. En compound interest. Exactement, on en revient toujours à ça. Bon, écoute, on peut te suivre toi sur LinkedIn. Alors sur LinkedIn principalement. Marc Lampelman, Cashbee, on télécharge l'appli sur tous les App Store, j'imagine. Ouais. Tu as des codes promo pour les auditeurs ? Non, parce que l'appli est gratuite et l'ouverture du compte est gratuite et on peut le faire à partir de 10 €. Donc, on peut pas aller au-delà de gratuit. Mais en revanche, on a également un blog sur lequel on publie des choses. C'est chiant les trucs gratuits parce que moi j'aime bien faire quelque chose, tu vois. Mais je comprends, mais on t'accueillera quand même avec énormément de plaisir. Et notre blog s'appelle The Interest. Voilà, dites quand même que vous venez de ma part, quoi. Bien sûr. Non, mais de toute façon, tu peux pas savoir, c'est géré que par des robots. Non, je déconne. The Interest. The Interest. Pour faire genre. Tu l'as mis en anglais alors que t'es une boîte française. On a un CMO qui est très fort et qui voit déjà très loin. D'accord, très bien. The Interest pour le blog, qui a une newsletter ou quelque chose comme ça une newsletter également, qui s'appelle même nom. Qui relaiera ce podcast, j'en suis sûr. Absolument. Très bien. Tu as ta martingale à toi, Marc. Qu'est-ce que c'est ton petit trip, ton petit péché mignon dans les investissements Alors, je suis obligé de revenir sur la règle des 72 parce que vraiment, je suis vraiment très très content que quelqu'un me l'ait expliqué quand j'étais jeune. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. S'il y a une classe d'actifs qui est peut-être moins souvent mentionnée et que j'aime beaucoup parce que j'ai grandi dans une banque d'investissement où je m'occupais de ça, c'est la dette perpétuelle et très subordonnée des banques. Voilà, c'est des instruments complexes, c'est du capital hybride, mais le coupon qui est versé quand une banque va bien est typiquement plutôt élevé, de type 6, 7, 8%. D'accord. Donc dès que ça va bien et quand ça va mal... Quand ça va mal, la banque arrête de payer, elle a le droit d'arrêter quand elle veut, et tu touches rien. C'est accessible où ça ?
Alors ça, il faut, pareil, c'est comme si une classe d'actifs un peu niche. Oui, il faut se tourner vers son CGP si on en a un, mais ça se trouve sur les marchés financiers. Tu aurais un article à me partager là-dessus ou quelque chose de simple ouais, cool. Bah, on te demandera ça, on le partagera sur les jamais entendu parler, tu vois. Donc sur les... C'est les titres à capital hybride des banques. Ok, super. Bah, écoute, on te demandera ça avec Clem et toute l'équipe. Cool. Avec plaisir. Merci Marc Templeman. On met tous tes réseaux sociaux, Cashbee, voilà, allez-y, téléchargez. Je te remercie de toutes ces... C'était passionnant, c'était super cool cet épisode. Et je te dis à bientôt sur La Martingale. Voilà. Avec plaisir. Salut, merci beaucoup. Marc. Ciao, salut. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.